sur son point d'obésité. Et puis, j'étais d'autant plus content de lire que voilà, je me retrouvais assez dans ce que vous dites. Alors, on a tendance à penser que quand on se retrouve, c'est bien. Ça doit être vrai. Un cachet de vérité. Hein, c'est ça, c'est le problème des émotions aussi. Mais nous reconnaître, c'est un respect, c'est une différence. Bien entendu, mais parce que moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que j'ai vu une personne à l'œuvre. Et ça, je trouve que, je pense que, comme on est entre nous, c'est pas grave, que la psychanalyse est en train d'en mourir. On ne peut plus voir de personne. C'est-à-dire, on a un langage qui est devenu une langue de bois. Pas qu'il soit faux, ni juste d'ailleurs peut-être, mais il a sa portée, il a eu sa portée heuristique, quand j'ai découvert, parce que c'est des champs entiers dont on ne parlait pas qui sont arrivés. Maintenant, il y a des mots qui sont là pour ne pas parler. C'est-à-dire, on doit savoir. En fait, derrière ces mêmes mots, on met des choses différentes. Mais voilà, on a le même vocabulaire, donc on doit être des nôtres. Et là, il y a, je trouve, une liberté d'agir. De penser aussi, qui m'a beaucoup plu, parce que je pense que c'est ça qui est mobilisateur. C'est-à-dire, on vous voit à l'œuvre avec des patients, alors vous dites avec des psychosociologues avant, c'est peut-être utile, parce que justement vous n'avez pas été monoformaté. Oui, non, mais bon, on est quand même très formaté parce qu'on nous apprend dans les premiers, on est tout cela. Il n'y a pas de création comme ça avec nihilo, donc on est forcément assez formaté. Comme maintenant, il y a eu quand même, dans les 30 dernières années, un poids aussi de la psychanalyse très fort, au point de vue culturel, pour formater, c'est la formation. Avec des divergences, enfin. Bon, et là, bon, on voit une personne confrontée à ce drame. En fait, c'est une question qui peut être de vie ou de mort, le problème de l'obésité. Et on vous voit d'abord à l'écoute. Vous avez cité beaucoup de cas reportant notamment. Bon, je trouve que ça a une force de vérité. Parce que pourquoi? Parce que ça soulève des émotions. Je trouve que, oui, ce mot, on voit bien, là, on ressent bien les émotions qu'il peut provoquer. Et après, bon, c'est normal de reprendre, de donner un sens. Et si vous voulez, en venant, juste avant de venir, je retrouvais, je l'ai lu récemment, aussi intervenir en poételle, un livre que vous avez entendu parler aussi, c'est le dernier livre de Nicolas Lorzano sur son anorexie. Et j'avais relevé cette phrase de Dostoïevski dans les Frères Karamazov, que j'avais lu autrefois, il y a bien longtemps quand même, dont je ne me souvenais pas, mais je trouve très très forte. Hein. Aimer la vie plus que son sens, et tu y trouveras même du sens. Et moi je pense, vous voyez, avec là on nous dit voilà le sens, et puis après, non. Alors aimer, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est-à-dire investir. Et puis le sens, c'est bien après. Et puis les hommes peuvent croire à n'importe quoi. La pluralité des croyants. Et là, je trouve que vous preniez à bras le corps, justement, les émotions de cette façon, le drame de leur vie, la façon dont vous les rapportez, on sent qu'il y a là une dimension d'accueil, vous les sortez de la solitude. Ils ont une parole qui est entendue. Et puis après, on va essayer de construire comme on peut. Le bricolage au sens noble, parce que la vie, c'est un symptôme tenace. Donc tout ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, toute la question de la place du symptôme, et moi j'y retrouve là, pour mon part, c'est que, voilà, comme le dit Lucas, c'est plus fort que moi. C'est quelque chose d'intérieur qui me pousse, c'est impératif. Bon, pour moi, le symptôme, c'est la contrainte. Et c'est le degré de contrainte qui va faire le symptôme. Si nous avons une marge de liberté, moins nous avons de marge de liberté, plus on est dans le pathologique, c'est-à-dire la contrainte à agir. Et les symptômes, il n'y a pas de symptômes psychiques, c'est tous des actes, disons valeur d'âge. Les phobies, les obsessions, ce sont des actes, c'est des agirs, mais qui vont tous d'ailleurs se traduire par des contraintes très fortes et appauvrissantes, c'est le point mais qui donnent une illusion de maîtrise. Là, je peux faire quelque chose. Là où j'étais
les bras ballants, je peux m'empiffrer, je peux... Et à la limite, c'est mon goût, c'est mon choix, c'est mon droit, c'est après tout, si ça me plaît. Et c'est pas le problème que ça me plaise, c'est que j'ai peu de choix. Voilà. Et au fond, l'être humain devrait avoir un choix. Et là, je trouve que vous nous donnez des choses très fortes dans ce sens, hein, avec derrière tout ça, plus fort que moi, quelque chose d'intérieur qui me pousse, et à l'opposé, l'impuissance dans laquelle il se sent vis-à-vis des autres. Et je crois que c'est pour moi ce duo de l'impuissance et de l'autre côté, cette force qu'on va mettre en œuvre et qui redonne le sentiment de pouvoir agir, qui va conduire au symptôme dont la forme va dépendre d'un mélange de circonstances entre le tempérament, l'éducation, la culture. Et avec aussi un mot qui m'a beaucoup plu, on va revenir, de d'antidépresseur. Ça me rappelle Racamier aussi qu'il avait parlé d'antéodyte. Et antidépresseur, c'est que c'est fait pour ne pas souffrir, pour moins souffrir. Alors on dit ils souffrent. Oui, ils vont souffrir quand ils ne vont plus avoir cette barrière protectrice. Ça ne veut pas dire qu'ils soient bien, mais c'est antidépresseur. C'est-à-dire que là, quand on agit, au fond, et je pense même que le suicide est un acte de vie pour moi, c'est-à-dire, vous croyez que je suis impuissant, que je ne peux rien, que maintenant je n'ai peut-être pas demandé à l'aide, je peux toujours me détruire. Et que ça, c'est la tentation humaine pour moi par excellence. Et que là, vous nous donnez des exemples tout saisissants de vérité, qu'il faut que vous ayez été bien à l'écoute justement de tout cela, et c'est ça moi qui m'a beaucoup plu, avec bien sûr après l'interaction, cette co-création, hein, qui va être la vie, donc laquelle vous insistez à plusieurs reprises, et notamment toujours avec Lucas, quand j'aime un prof, je peux soulever des montagnes. C'est-à-dire quand là je me sens reconnu, quand j'existe dans le regard d'un autre, alors là il n'y a plus d'impuissance, je peux soulever des montagnes, ou quand j'y arrive pas et que je recommence à manger, je me déteste, j'ai la honte, mais la haine m'habite. On voit bien là, à ce moment-là, cet échec, combien la destructivité va prendre le dessus. Et comment vous dites aussi, à un moment donné, il y a de très belles phrases, c'est écrit de manière aussi très vive, très alerte, très vraie, très agréable. Bon, il n'y a pas de lourdeur. Et il y a souvent des phrases très fortes, très ciselées, sur, là aussi, combien, dans page 44, là, je reprends exactement, pour ne pas le déformer, oui, c'est ça, l'insécurité, alors on retrouve l'impuissance, l'insécurité, crée un circuit court, la satisfaction colle à l'âge. L'insécurité, nous sommes programmés, mais comme les animaux, comme tous les êtres vivants, pour réagir à la menace, l'insécurité. Il faut qu'on est programmé, il faut agir. Et là, c'est que voilà, la satisfaction que va apporter ce mode de réponse orale, va permettre justement d'éviter la dépression, parce qu'on a un agir. Mais à mon avis, c'est la force de la contrainte à l'agir qui est le plus important, beaucoup plus qu'une hypothétique pulsion. Alors là, il y aurait, je vais laisser la place après la discussion, il y aurait peut-être voilà, un débat sur les mots, sur le modèle de compréhension. Là, il y aurait peut-être quelques différences à partir de cet apport avec lequel je me sens tout à fait en accord, et notamment aussi sur l'importance de travailler avec la famille. Il y a tout un chapitre consacré à ça, avec ces exemples américains qui ont montré comment les résultats marchaient mieux quand on travaillait avec la seule famille qu'avec l'enfant seul. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a des sujets massivement dépendants. Dès que vous êtes dans le symptôme, c'est que vous êtes dépendant de l'extérieur pour assurer justement votre homéostasie interne. Parce que vous n'y arrivez plus par des processus justement d'équilibrage qui sont les nôtres, voilà, où on trouve un équilibre tant bien que mal, avec des petits dérapages, mais qui ne portent pas tort. Et plus le dérapage est important, c'est-à-dire on est dans l'ordre du symptôme et du comportement, mais plus on va retrouver derrière, évidemment, cette incapacité à gérer soi-même, sans ce passage à l'acte des symptômes, son équilibre homéostatique. Et là, cette fragilité, cette vulnérabilité rend le travail avec la famille particulièrement efficace et important. Alors c'est ça aussi, on voit votre ouverture, c'est-à-dire que ça ne vous embarrasse pas de citer ça, de voir comment, et qu'on peut, de travailler avec d'autres, le réseau dont vous parlez,
pense que dans des trucs comme ça, il faut travailler au réseau. Il y a des moments où on n'en a peut-être pas besoin, d'ailleurs, où vous pouvez rester là. Et d'autres moments, sans réseau, vous allez être emporté par ces agir. Et il va falloir que là, avec si le chirurgien quelquefois, et une ouverture à, justement, à une contrainte interne, on est bien obligé à certains moments de répondre par une contrainte externe. Alors le sens qu'on lui donne, là, votre rapport est important, le sens qu'on donne à cette contrainte, ça change les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, peut-être même aussi qu'un régime ou que quelque chose va pouvoir devenir un des moyens d'aider le sujet à ne plus être débordé, à entrer en contact. Mais comment on le fait? C'est pas le truc miracle, vous montrez bien évidemment, puisqu'on sait maintenant que cette idée fait un régime, il n'y a qu'à faire un régime, et puis voilà, est un leurre qui piège les sujets et contribue davantage à les désespérer. Alors voilà, donc, bon, est-ce que la pression c'est la pulsion? Vous voyez, pour moi, la pression c'est la menace. Ce qui fait la pulsion, au fond, si on regardait ce terme, qui me semble maintenant trop vieillot, trop ambigu, recouvrir des réalités trop différentes, mais enfin, en gros, la recherche du plaisir, c'est pas elle qui est pathogène, c'est la peur. Et je crois que dès qu'il y a une quête de plaisir excessive, c'est pour contrebalancer une menace qui est derrière. Moi, je n'ai jamais vu de plaisir intense, parce que vraiment, c'est le plaisir qui domine. Je crois que c'est la nécessité de faire contrepoids à une menace interne, alors de niveau un peu différent, et qui va donner sa force à cette quête de plaisir. Voilà, alors, bon, le manque existentiel, voilà, bon. Est-ce que c'est un manque existentiel? Moi, je suis pas sûr que la nature, ayant horreur du vide, il y ait beaucoup de manque. Bon, enfin, je crois que c'est pas tant le manque que ce sentiment, voilà, d'une pression, d'un sentiment de menace, d'un risque d'effondrement. Mais c'est plus dans le sens de la menace, à mon avis, que cette histoire qui est un jeu, voilà, le manque existentiel, c'est un jeu quand on n'est pas trop mal. Alors bien sûr, on peut jouer là avec ce manque parce que c'est bien la conscience réflexive et que nous savons que nous n'aurons jamais tout. Bon, on peut toujours avoir plus et puis qu'on va tout perdre. Donc forcément, ça ne laisse pas neutre l'être humain. Mais je ne suis pas sûr que quand c'est pas relié à une menace émotionnelle importante, ça donne une conduite symptomatique. Je crois que là, il faut que le sujet, oui, soit un peu au bord du précipice. Et voilà. Donc un peu ce que je voulais dire en parlant rapidement. Et puis vous avez aussi non seulement l'épilogue est intéressant, et sur la fabrication de l'obésité, justement ce parcours où vous montrez combien, mais oui, mais c'est pour tout, c'est-à-dire l'image qu'on renvoie à l'homme de lui-même, la place qu'il occupe dans le regard des autres, tout ceci va contribuer à notre équilibre. C'est-à-dire qu'à la limite, je dirais que ce que vous dites de l'obésité, on a rapproché des conduites d'addiction. Moi, j'aurais tendance à aller plus loin et penser que l'ensemble des troubles du comportement sont des conduites adaptatives. Ce sont des formes de conduite d'addiction adaptative. Pour retrouver un équilibre, plus qu'un plaisir, pour retrouver un équilibre par rapport à une menace, le problème, c'est qu'elle se traduit, je dirais, par une destructivité potentielle. C'est-à-dire que le sujet, là, que l'emprise qu'il va trouver va se payer d'un prix trop cher qui est la destructivité, de prendre des risques, d'abîmer son corps, de se priver d'une manière ou d'une autre, justement, de ce qui pourrait l'épanouir par une nourriture positive qui épanouit ses potentialités et par une valorisation de lui-même. Et le problème dans cette obésité, c'est qu'elle le détruit physiologiquement, et quoi qu'on puisse en dire, même si il faut le considérer comme tout le monde, elle abîme son village de vie. Et c'est pas quelque chose qui va vivre. C'est-à-dire que c'est des contraintes, hein, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est ça qui n'est pas juste. Je pense que si on le pense comme ça change cette question par moment de la contrainte, de poser des limites, d'intervenir. C'est pourquoi on le fait, c'est pas pour le plaisir d'embêter ou interdire le plaisir. C'est parce que c'est pas juste, que parce qu'on se sent pas à la hauteur, qu'on a peur, qu'on se sent menacé pour des raisons essentiellement émotionnelles, liées bien sûr à notre histoire. Eh bien, c'est pas juste qu'on trouve comme moyen de rééquilibrage un comportement qui va nous abîmer et qui va nous priver de ce à quoi on aurait droit, c'est-à-dire